Laurence Kaufmann. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Lausanne et dans vos thématiques de recherche, il y a les émotions collectives, les croyances, l'espace public et l'opinion publique, ainsi que le questionnement sur la rencontre entre sciences sociales et cognitives. Dans ce parcours-là, comment vous avez rencontré les complots et comment ils sont venus s'inscrire dans vos domaines de recherche? En fait, je les ai rencontrés très tôt dans ma démarche de recherche parce que j'ai fait mon travail de thèse sur l'émergence du concept d'opinion publique au XVIIIe siècle, donc l'opinion publique comme nouveau principe, comme ça, politique de gouvernement. Et forcément, je me suis penchée sur la manière dont, au XVIIIe siècle, les opinions populaires se sont forgées, se sont réappropriées une sorte d'image comme ça d'elles-mêmes, et aussi se sont constituées à travers les rumeurs de complot. Et les rumeurs de complot, ça a été des outils, si on veut, de rassemblement, de soulèvement extrêmement importants. Et ce qui m'a intéressée, c'était de réaliser qu'en fait, si ces rumeurs de complot étaient comme ça efficaces, parce qu'elles se propageaient de manière extrêmement rapide, elles fonctionnaient aussi comme Twitter aujourd'hui, si on veut, toute proportion gardée, avec des petites formules, des petites phrases qui passaient de bouche à oreille de manière extrêmement rapide. Et si c'était comme ça efficace, c'est qu'elle frappait droit et très juste, elle frappait au cœur finalement des rapports de pouvoir et des sentiments d'injustice que pouvaient ressentir les petits envers les puissants, en quelque sorte. Il y a par exemple une première rumeur de complot qui moi, m'avait beaucoup surprise, c'était un complot au très long cours, puisque c'est celui du droit de cuissage. On a tous entendu qu'il y avait le droit du cuissage au Moyen-Âge, c'est-à-dire que les seigneurs pouvaient avoir la première nuit de noces des jeunes mariés. Et en fait, c'est tout à fait faux, ça n'a jamais été le cas, mais c'était vraisemblable, si on veut. Et donc ça ne disait pas la réalité d'un fait, mais ça disait bien quelque chose comme un rapport de pouvoir. Et on retrouve ça, la même chose au XVIIIe siècle, avec les rumeurs des complots de famine, l'idée que le roi affamerait son peuple en gardant le blé dans les greniers pour faire monter les prix, ou que les rumeurs de complots d'enlèvement d'enfants, que le roi serait en train de boire le sang des enfants pauvres. Et c'est fascinant parce que rien qu'avec cet exemple d'enlèvement d'enfants, on voit bien comment ça sonne actuel avec les rumeurs autour de QAnon et des enlèvements d'enfants. On retrouve les mêmes topics à travers l'histoire. On a un peu une tendance au présentisme, comme ça, de se dire, voilà, on vit dans une période tout à fait nouvelle. Et c'est vrai, il y a les réseaux sociaux, il y a ces caisses d'amplification, ces chambres d'écho dont on parle beaucoup. Mais au fond, il me semble qu'à y regarder de plus près, il y a des phénomènes historiques au long cours, ce serait cet imaginaire un peu manichéen, en fait, entre les forces du bien et les forces du mal. Vous avez publié un article en 2019, donc avant l'explosion de la pandémie de complot 2020, juste avant, c'était fin 2019, Les rouages sociaux de l'imaginaire complotiste, publié dans la revue d'information sociale. Donc, le complot apparaît sous trois visages dans cet article. D'une part, des rumeurs de complot, si je vous cite, qui manifestent non la vérité des faits, mais la réalité d'un rapport social, et qui sont un symptôme de la défiance que suscitent aujourd'hui des institutions démocratiques à une époque où les nouvelles instances de domination esquivent le regard public. D'autre part, vous évoquez un genre de complot qui aurait une certaine prévalence chez les jeunes, par exemple le complot des reptiliens, qui vous paraît plutôt inoffensif et qui tient plus à la sociabilité qu'il alimente, avec une forme de distance. Il n'y a pas de croyance profonde à ces contenus. Et puis une troisième forme, qui est celle qui nous préoccupe d'une manière, si j'ose dire, angoissante depuis l'année dernière, qui est ce que vous appelez la forme morbide de paranoïa, qui rapporte les inégalités et les injustices structurelles à des causalités intentionnelles, qu'elles soient personnelles, par exemple Soros, Hillary Clinton, etc., ou catégorielles, par exemple les juifs, les migrants, etc., et que cette troisième forme de complot aurait non pas une dynamique bottom-up venant du peuple, mais qui viendrait du haut, top-down, de politiciens qui pratiqueraient le conspirationnisme comme méthode de gouvernement à coup de fake news. Donc la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous avez l'impression qu'il s'agit de trois visages d'un même phénomène, ou alors de phénomènes qui sont
fondamentalement distincts, mais qui ont des visages extérieurs qui se ressemblent beaucoup? Et quel type de lien, d'articulation, de contamination entre ces différents aspects du complot voyez-vous? Enfin, moi, je me suis plutôt intéressée aux formes politiques de théories du complot. Je ne sais pas s'il faudrait déjà les appeler des théories, hein. C'est plutôt des pratiques politiques, en quelque sorte, avec toute la question de savoir est-ce que ça repose vraiment sur des croyances individuelles ou est-ce que c'est une sorte de posture. Alors, par rapport à ce qui pourrait les unir, hein, ces mouvements bottom-up ou top-down de complotistes, je pense qu'ils ont en effet plusieurs points communs, à savoir ils ont ce même rapport antagoniste. C'est vraiment l'idée qu'il y a deux camps irréductibles et que c'est vraiment ils se placent dans une configuration, dans un horizon quasiment de guerre où ce qui est en jeu, c'est la survie morale ou même l'intégrité physique en fait de ceux qui en sont partie prenante. Donc je pense qu'il y a ce côté de radicalisation comme ça d'une opposition qu'on retrouve dans les deux mouvements, si on veut, ascendant ou descendant de ces complotismes. Il y a aussi une très forte exigence d'unanimisme de part et d'autre, avec cette idée que les avis divergents ou la pluralité des regards est refusée parce qu'elle est prise comme un signe de trahison, en quelque sorte. Et là encore, je retrouve mon XVIIIe siècle, parce que finalement, le régime de la terreur, hein, qui a succédé à la Révolution française, où il y avait cette formidable effervescence d'imagination politique, il y a eu tout d'un coup le régime de la terreur qui s'est instauré, qui était autour de l'impossibilité de faire place à la critique ou à la diversité des opinions, parce qu'il y avait tout qui reposait sur la bonne volonté collective, en quelque sorte. Et pourquoi ça reposait sur la bonne volonté collective? C'est que les institutions, elles étaient en déliquescence ou en effritement. Tout ça pour dire qu'on retrouve, il me semble, une forte exigence d'unanimisme. Pourquoi? Parce que ça court-circuite les institutions, dans un côté comme dans l'autre. C'est pour ça que Trump, c'est un très beau cas d'école, hein, parce que c'était celui qui est hissé tout en haut des institutions et qui est le premier à en saboter même le fondement ou la justification. Le troisième point commun entre ces deux types de complotisme, bottom-up et top-down, je pense que c'est une sorte de confusion des genres où les distinctions habituelles, hein, qu'on dit en plus dans un régime démocratique, il faut toujours distinguer la loi, le pouvoir et le savoir, c'est-à-dire le droit, la politique et la science. C'est complètement amalgamé, et avec cette confusion des genres, ça écrase les différents espaces et les différentes distinctions qu'on peut faire entre opinion et vérité, science et politique, ou droit et émotion, enfin, etc. Donc là j'ai plutôt insisté sur les points communs. Il me semble qu'un des points, bien sûr, qui est très différent, c'est que le mouvement des complotismes, de ces États complotistes, hein, avec notamment les leaders populistes comme Bolsonaro, hein, qui a fait quand même construit son règne autour d'un quasi-complot des homosexuels, enfin des Trump autour des migrants, des gauchistes, etc. Il me semble que la caractérisation de ces conspirationnistes populistes, c'est qu'ils procèdent à des formes d'agitation. Il y a un livre assez extraordinaire qui s'appelle « Les prophètes du mensonge » de Léo Lowenthal et Norbert Guterman. Il est sorti en 1949. Et dans les prophètes du mensonge, donc il parle du régime fasciste, mais il parle déjà des sortes d'agitateurs qui misent sur le malaise social un peu latent, sur les souffrances, les injustices, et il les recanalise, il les dévie en fait de leur juste cible, que seraient les injustices sociales et économiques, et les dévie sur des plus petits, des vagabonds, des juifs, les homosexuels, enfin les migrants, enfin des groupes qui deviennent les boucs émissaires, en quelque sorte. Et je trouvais que c'était assez intéressant, cette idée de prophètes du mensonge, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils reconnaissent en quelque sorte
une maladie de la peau, mais au lieu de la soigner, ils disent aux gens de la gratter, en quelque sorte. Et ça donne des emballements comme ça, collectifs. Donc, un conspirationnisme top-down à l'œuvre dans le nazisme, dans les fascismes en général. Et si on remonte encore à votre période à vous, est-ce qu'il y a un conspirationnisme top-down d'ancien régime? Il y a eu, bien sûr, il y a eu des politiques complotistes, notamment à l'encontre des Juifs, mais il y a passablement d'historiens qui disent que c'est vraiment la forme complotiste actuelle, elle serait vraiment née au XVIIIe siècle, parce que c'est justement ce que j'évoquais avant, c'est cette idée que les sociétés modernes, c'est des sociétés d'individus avant d'être des sociétés de corps organisées, je ne sais pas, entre noblesse ou clergé. Et les individus sont très vite, ou se vivent très vite comme face à face avec le pouvoir de l'État. Et ça c'est quelque chose et c'est un face-à-face qui peut tourner très vite mal quand il n'y a pas justement des médiations ou des espaces intermédiaires où on peut renégocier en fait ces points de contact. Ça c'est très très fort aux États-Unis. On voit que l'individu se vit face à l'État. Est-ce que vous avez l'impression que l'articulation entre un conspirationnisme qui serait un conspirationnisme populaire, qui exprime la perception d'un rapport de pouvoir d'une façon détournée ou imagée, et un conspirationnisme comme méthode de gouvernement, donc que l'articulation entre ces deux-là a été étudiée? Ça reste en friche avec quand même cette hypothèse qui serait rassembleuse, en fait, de se dire que c'est quand même une forme d'imaginaire politique qui retrécit, parce que de toutes les manières, hein, on ne peut pas vivre en collectivité sans une sorte de saut de l'imagination, puisque on est des individus, puis on doit bien se ressaisir en tant que membre comme ça d'un collectif. Mais on voit que donc, cet imaginaire politique est nécessaire à toute vie commune, mais on voit que l'imaginaire complotiste, qu'il soit d'en haut ou d'en bas, c'est un imaginaire qui se retrécit et qui devient moral. Alors qu'un imaginaire politique, en tout cas au sens démocratique du terme, c'est un imaginaire pluraliste qui permet de se décentrer, d'adopter le point de vue différent des autres, de confronter les opinions. Et l'imaginaire complotiste, en fait, justement, dans son intolérance unanimiste, il écrase cet entre-deux d'échanges et d'opinions. Et c'est un imaginaire de la rumination ou du ressassement, quelque chose comme ça. Ce n'est pas un imaginaire d'exploration comme devrait l'être un véritable imaginaire politique. Mais il me semble que je dirais que c'est ça le point commun entre le haut et le bas. Si je reviens à votre article de 2019, vous disiez qu'on ne peut pas désamorcer cette situation en affirmant la vérité. C'est-à-dire, pour prendre un raccourci, ce n'est pas avec le fact-checking qu'on va soigner la pandémie conspirationniste. Mais vous dites que la réponse ne peut être que relationnelle. J'ai l'impression que pour remédier au complotisme d'en bas, si on veut, ce serait de reconstituer quelque chose comme une table démocratique. La philosophe Hannah Arendt, elle utilisait la belle métaphore de la table. Elle disait, dans une démocratie, il faut qu'on puisse tous se mettre autour d'une table publique où on va parler, exprimer nos différentes opinions, mais la table, elle est nécessaire parce qu'elle instaure la juste distance entre nous, si on veut. Elle nous empêche de tomber les uns sur les autres. Si on tombe les uns sur les autres, on tombe dans une sorte de fusion communautaire, on n'a plus une bonne distance, on devient justement ces unanimistes radicaux, si on veut. Et en même temps, si on ne s'assied pas autour de la table, c'est qu'on n'arrive plus à échanger et on entre dans un état de rupture des échanges qui peut dégénérer en une forme de guerre civile, en quelque sorte. C'est ce qu'on a un peu vu aux États-Unis. Un des remèdes pour reconstruire une table démocratique, pour les complotismes un peu des désemparés, des épuisés, hein, un peu, ce serait de multiplier les espaces où on peut quand même accueillir une parole critique sans la disqualifier d'emblée. Par rapport au complotisme d'en haut, on a l'impression que c'est plutôt des
des renforcements institutionnels, parce qu'on parle beaucoup de la liberté d'expression comme quelque chose d'assez hors sol. En fait, il faudrait plutôt, disons, évaluer les prises de parole publiques par leurs conséquences. Mais donc là, ce serait plus de régulation, il me semble. Cet article, vous l'avez publié fin 2019. Est-ce que ce qui s'est passé en termes d'explosion conspirationniste en 2020 vous a amené à changer quelque peu de grille de lecture ou à avoir l'impression qu'il y avait des éléments de rupture, ou est-ce que vous avez l'impression qu'on est vraiment dans la continuité? Et il me semble que le temps de la pandémie, c'est vraiment une hypertrophie de ce face-à-face entre l'individu et l'État qui vient jusqu'à intervenir directement sur nos corps. Et il y a tout un ensemble de vieilles thématiques complotistes sur les implantations de puces électroniques, sur les contrôles de surveillance qui ne sont pas, c'est pas des fantasmes. Je pense qu'il y a bien des dérives de surveillance ou des dérives sécuritaires qu'on peut très bien documenter. Mais là, on a l'impression qu'on est dans une amplification d'une dystopie qu'ils avaient déjà nourrie dans leur fantasme et qui vient encore renforcer ou conforter leur imaginaire paranoïaque. Pascal Wagner-Egger, je me tourne vers vous. Vous êtes enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'Université de Fribourg et vous êtes spécialisé depuis une quinzaine d'années sur un objet que vous avez appréhendé sous plusieurs dénominations: croyances marginales, théorie du complot, pensée conspirationniste. Mais vous avez étudié aussi d'autres objets, le racisme, les stéréotypes de genre et les biais cognitifs, évidemment, ainsi que d'autres objets de recherche comme la psychologie du changement d'avis et le fonctionnement du raisonnement. Donc, je vous pose aussi, pour commencer, cette même question. Comment avez-vous rencontré les complots et comment ils sont venus à s'inscrire dans vos domaines de recherche? La première fois où j'ai entendu parler d'une théorie du complot donc moderne, c'était justement en 2003 ou 2004 où je terminais une étude sur les croyances à propos des effets de la pleine lune sur le comportement humain. Donc il y a aussi toutes sortes de croyances intéressantes qui sont très anciennes, mais qui s'adaptent à la modernité, même des croyances sur que la pleine lune influencerait les cours de la bourse et des choses comme ça, ou les ordinateurs. Donc j'avais acheté un magazine Géo sur la Lune, justement, et je voyais, il décrivait ses croyances, mais aussi la fameuse théorie du complot de la mission Apollo, qui donc aurait été filmée dans un hangar ou dans un désert aux États-Unis par Stanley Kubrick, et qui, donc, que les images qu'on voit auraient été truquées. Et j'en ai parlé un peu à mes collègues à Lausanne et à Neuchâtel, et on a commencé à étudier ces croyances à ce moment-là. Peut-être ça renvoie aussi plus lointainement. J'ai connu un individu qui était paranoïaque au stade presque terminal, hein, et j'essayais de le voir et de l'aider un peu. C'était au départ pour des cours de français, mais on parlait plutôt plutôt de sa vision du monde. Et là, j'ai été frappé justement de cette vision paranoïaque où le monde devient une espèce de prison, hein, et où la personne est complètement enfermée au stade terminal. Même le médecin ou la personne comme moi qui veut l'aider font partie du complot. Donc on a un individu qui est totalement seul. Et voilà, c'est peut-être ça aussi qui m'a fasciné pour mon intérêt pour les théories du complot, parce qu'on retrouve un petit peu cette personnalité de type paranoïaque. En tout cas, les paranoïaques sont complotistes, ça c'est sûr. Après, les gens qui croient à des théories du complot ne sont pas forcément paranoïaques, mais il y a quand même toujours cette dimension psychologique de se méfier des autres et d'attribuer aussi des intentions un peu malveillantes aux autres. Ça, on le retrouve dans nos études. Alors justement, comment ces deux approches, ces deux dimensions de la psychologie d'une part et des sciences sociales de l'autre sont venues s'articuler dans vos études autour de cet objet? Alors tout d'abord, dans nos premières lectures sur le sujet, c'était en psychologie, il y avait assez peu de choses. Donc on a lu beaucoup des travaux en sciences politiques et en sociologie. Et après, on a aussi ajouté cet aspect psychologique. Et c'est ça qui est intéressant en psychologie sociale, c'est qu'on peut essayer d'évaluer la part des variables de différents niveaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une optique de dire c'est un phénomène uniquement social et pas psychologique, ou l'inverse. Donc ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir
de trouver dans quelle mesure les différents phénomènes s'imbriquent. C'est ça qui est intéressant avec le complotisme, c'est que c'est un phénomène à la fois psychologique, social, politique et même artistique. Les théories du complot ou les croyances paranormales, on les retrouve beaucoup dans le domaine culturel. Les films, les séries sont remplis parce que c'est des récits qui sont très intéressants. Quand on vous dévoile un vaste complot, il n'y a pas de scénario plus intéressant. À propos de la lecture psychologique des théories conspirationnistes, j'ai l'impression qu'il y a souvent un petit malentendu dans l'opinion. Est-ce que vous avez aussi cette impression qu'on confond ces deux aspects de la psychologie individuelle et puis du biais cognitif comme état normal du cerveau? Alors, je dirais, ouais, j'espère qu'on ne les confond pas, mais en tout cas, nous, on essaye de faire la différence. C'est ce qui explique aussi que tout le monde peut être attiré par ces croyances ou théories du complot. Et ça, c'est très frappant. Même des gens qui ont justement un haut niveau d'éducation ou qui ont une pensée critique. Et là, on voit très bien une constante, disons, de l'humanité, c'est la facilité avec laquelle on peut croire en n'importe quoi, en fait. Je dirais, il y a cette composante cognitive qu'on explique assez bien en psychologie par justement notre passé de chasseurs-cueilleurs, hein, puisque c'est des centaines de milliers d'années dans lesquelles on a évolué comme ça, et on aurait justement des principes de notre cerveau qui font qu'on accepte très facilement une nouvelle information sans vraiment la vérifier. Et ça, on le retrouve dans plein d'études en psychologie, hein, que c'est beaucoup plus facile de faire croire quelque chose qu'ensuite de retirer cette croyance. Donc ça, c'est une constante. Et ça n'empêche pas qu'il y ait des caractéristiques psychologiques qui font qu'il y a des gens qui croient plus que d'autres. Parce que justement, on a repéré dans les études, on repère des choses. Les gens plus anxieux croient plus à certains récits. Les gens, évidemment, qui se méfient plus des autres vont aussi avoir plus de croyances aux théories du complot. Donc je dirais, on regarde aussi un peu, oui, les facteurs qui peuvent être communs à toutes et à tous et des facteurs plus spécifiques. Et comment ces facteurs s'articulent-ils avec les variables sociales? Alors, ce qu'on fait en général, c'est qu'on pose des questions à tous les niveaux. Justement, au niveau social, on pose des questions sur le revenu, le niveau d'éducation, hein, le statut socio-économique, des choses comme ça. Et ensuite, on pose aussi des questions à un niveau plus individuel et personnel. Et après, ce que permettent de faire ces études, c'est justement de voir quelle est la part des choses. On peut contrôler certaines variables et regarder si les autres expliquent encore quelque chose des croyances. Donc, c'est ça qui est intéressant avec certains outils statistiques. Parfois, on dit, si vous parlez des aspects psychologiques, c'est que vous voulez nier les aspects sociaux, mais ce n'est pas le cas. Hein. Nous, on écoute ce que nous disent les données. Les facteurs sociaux, donc, ils expliquent évidemment une bonne partie, hein, c'est ce que vous disiez, Laurence, explique une bonne partie du phénomène, c'est-à-dire que c'est le premier facteur qu'on identifie souvent, c'est justement ce facteur très vertical. Hein. La plupart des gens qui croient aux théories du complot, c'est plutôt des gens marginalisés, des gens défavorisés socialement. Mais ça, c'est bien sûr statistique. Hein. C'est une moyenne, c'est une tendance générale. Et c'est cet aspect aussi d'anomie qu'on mesure dans les questionnaires. Hein. C'est un terme sociologique qui vient de Durkheim. Et le sentiment qu'on n'a plus de prise sur le monde extérieur parce que les politiciens font des choses qui sont plus en rapport avec le citoyen lambda. On a vu dans une recherche, en comparant une trentaine de pays, on a vu que plus le pays, plus il y a d'inégalités sociales, donc le coefficient Gini, plus il est élevé, et plus il y a un haut degré de complotisme. Donc c'est clair que cette dimension verticale, je dirais, c'est une des plus importantes pour comprendre le phénomène. Et une fois qu'on contrôle ces variables, on peut très bien regarder à niveau d'éducation égal ou à salaire égal, est-ce qu'il y a encore des différences entre les gens, de ceux qui croient plus ou moins, et est-ce qu'ils ont des caractéristiques psychologiques différentes? Et c'est ce qu'on trouve, oui, justement, on trouve, parce qu'une partie, évidemment, des caractéristiques psychologiques est déterminée aussi socialement, hein, dans les basses, les plus bas niveaux de la pyramide sociale, on trouve plus de maladies mentales ou plus de maladies même physiologiques. Donc, c'est en raison des moindres ressources économiques. Donc, il y a une inégalité évidemment qui se joue là. Donc, une partie des différences psychologiques est explicable par le social, mais il reste, en tout cas dans nos études, quand on contrôle toutes les variables sociales qu'on peut contrôler, il nous reste une part d'explication assez importante d'ailleurs dans l'aspect psychologique. Il y a des gens qui croient un peu à toutes sortes de récits alternatifs
plus vous croyez au paranormal ou à des choses comme ça, et plus vous croyez aussi aux théories du complot. Donc, et je dirais la troisième dimension, à part la dimension sociale et psychologique, c'est la dimension communicationnelle. Internet est effectivement un facteur majeur de transmission, une caisse de résonance des théories du complot, et aussi une gigantesque mémoire sociale qui avant n'existait pas. Hein. Si on tape justement complot, pédophilie des élites, on va retrouver non seulement le Pizzagate de Clinton, on va retrouver les affaires actuelles QAnon, mais on va retrouver aussi l'affaire Dutroux, où il y avait eu les mêmes accusations. Et si on pouvait remonter jusqu'à 1789, on retrouverait les mêmes accusations des rois. Et ça entretient toujours ce biais de confirmation, hein, le fait qu'on trouve plein d'affaires liées les unes aux autres, et on pense que plus on en voit et plus on pense que c'est vrai, même s'il n'y a aucune preuve d'aucune sorte. Qu'est-ce qu'on a été surpris en 2020 en termes de portrait robot de la personne qui adhère aux théories du complot? Dans les enquêtes que j'ai vues, on a plutôt quand même on retrouve quand même les résultats classiques, c'est-à-dire que c'est plutôt, si vous regardez les manifestants anti-masques, c'est plutôt le même profil que je vous décrivais. Un autre profil qu'on a pu trouver, donc les gens qui sont socialement plus défavorisés, c'est aussi ceux qui votent aux extrêmes politiques, hein, majoritairement. Donc on retrouve ça dans toutes les études, que les croyances aux théories du complot, c'est plus aux extrêmes qu'au centre, et encore plus à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche d'ailleurs, parce que l'extrême droite reprend en fait toutes les théories du complot anti-système. Un autre aspect qui est peut-être surprenant de la pensée conspirationniste 2020, c'était qu'il y ait non seulement des boucs émissaires, comme ça arrive toujours, mais aussi des sortes de fétiches. L'hydroxychloroquine, par exemple, une sorte de pendant positif de la pensée conspirationniste qui, tout à coup, ne se limite pas à dénoncer quelque chose, mais à mettre en avant d'une manière obsessionnelle quelque chose. Est-ce que c'est un phénomène nouveau ou est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça? Non, c'est vrai, ça c'est ce qui m'a frappé en 2020 aussi, j'allais y venir, c'est effectivement l'aspect un peu religieux qui m'a frappé de plus en plus, avec surtout QAnon. Là, j'ai clairement j'ai retrouvé des exemples que je connaissais seulement par des psychosociologues des années 50, qui avaient par exemple étudié une secte millénariste qui annonçait la fin du monde pour le 31 décembre 1953, si je ne me trompe pas, et ces psychologues s'étaient introduits dans la secte et avaient regardé les réactions à minuit une quand la fin du monde n'est pas arrivée. Et j'ai vu exactement les mêmes phénomènes justement depuis le mois de novembre, octobre, chez les QAnon. Il y a des interviews de gens QAnon qui sont ici en Suisse, et il y avait très nettement cette dimension religieuse d'un espoir. Je parle d'un YouTuber qui est très suivi, je crois, par des dizaines de milliers de personnes, et lui disait, tous les gens lui disent merci de nous apporter de l'espoir, etc. Donc là, il y a aussi cette dimension-là d'un espoir futur. Et ce que j'ai entendu depuis le mois d'octobre, c'était que l'enquête de Q était terminée, et que Trump allait arriver au tribunal avec toutes les preuves que les démocrates étaient une secte pédophile, sataniste, et qu'ils iraient tous en prison. Donc il y a des gens qui m'ont dit, mais demain, ta vision du monde, elle va complètement changer. Toi, tu vivais dans le mensonge, dans l'erreur, et tout va être résolu. Et il y a des gens, avant le 20 janvier, ces mêmes personnes, ils pleuraient, enfin ils disaient eux-mêmes, je pleure devant mon clavier, demain le monde pourra s'aimer, enfin vraiment un discours de religion, de vérité révélée, quoi. C'était Jésus-Christ qui allait redescendre sur terre, et ça m'a frappé, et de voir ces prévisions qui se sont jamais réalisées. Ce phénomène de la secte, ce qu'ils ont trouvé dans les années 50, c'est que les gens, après minuit, donc quelques-uns ont quitté la secte parce qu'ils ont bien vu que c'était le plus grand démenti qu'on puisse avoir, mais de façon incroyable, la plupart des gens qui étaient dans la secte depuis plus longtemps on continue d'y croire, et on continue d'y croire encore plus, parce que justement, plutôt que d'abandonner et de se dire je me suis trompé pendant toutes ces années, j'ai sacrifié mon argent, j'ai sacrifié ma famille à ça, ce qui est la décision peut-être la plus difficile à prendre dans une vie, eh bien les gens préféraient se dire non, ils ont trouvé une explication que leur prière avait sauvé le monde, et le lendemain ils étaient encore beaucoup plus convaincus, ils cherchaient encore plus de gens pour les rejoindre, donc ils ont fait encore plus de prosélytisme, beaucoup plus qu'avant, parce que justement pour essayer de faire croire que plus on est nombreux à croire quelque chose, et
et plus c'est vrai. Et ça, c'est un sentiment qu'on retrouve chez les QAnon. Ce même YouTuber disait, quand il avait commencé il y a 20 ans aussi avec ces théories du complot, il était tout seul, vous étiez très peu. Et là, depuis l'année passée, ils sont des milliers, des dizaines de milliers. Et lui, il se dit, on ne peut pas se tromper, on est tellement nombreux. Donc, il le dit lui-même, c'est qu'il y a quelque chose de vrai. Ce à quoi vous faites allusion, je crois, c'est l'étude de Léon Festinger, hein, qui débouche sur la formulation du concept de dissonance cognitive. Face au démenti, on renforce la croyance pour sortir de la dissonance cognitive plutôt qu'abandonner la croyance. Voilà, exactement. C'est ça, hein, la dissonance, c'est justement quand ce qu'on croit et ce qu'on sait, ou ce qu'on pense, ou ce qu'on fait ne vont pas ensemble. Et justement, une façon de réduire cette dissonance, ce serait de quitter la secte. Et une autre option, c'est de penser qu'on a encore plus raison et on y croit, ou on y croit, ce sera dans le futur. Dernière question pour vous avant de passer à la partie croisée. J'ai eu l'occasion de vous interviewer en 2018. Vous parliez d'un programme de recherche visant à mettre au point des formes de prévention face au complotisme. Pour lutter contre ce phénomène complotiste, il y a justement les trois, puisqu'on a trois facteurs principaux qu'on identifie, le facteur social, psychologique ou Internet. Ce qui se passe, c'est que les actions peuvent se faire dans les trois. Donc, au niveau social, peut-être le plus important, ce serait d'avoir une société plus égalitaire où, comme disait Laurence, de renforcer les dialogues démocratiques, diminuer les inégalités sociales. Hein, c'est tout un programme, évidemment, c'est difficile, mais ce serait évidemment une des mesures sans doute les plus importantes à prendre. Donc, on ne va pas, nous, parler des mesures psychologiques pour essayer d'influencer les individus et leur faire accepter des situations sociales inégalitaires. On peut aussi dire aux gens, expliquer aux gens comment fonctionne la science, comment fonctionne l'esprit critique, et aussi les rendre attentifs au mécanisme des croyances, parce qu'on peut faire une différence entre comment les croyants savent qu'ils ou elles ont raison, et on peut faire une différence avec comment les scientifiques pensent qu'ils ou elles ont raison. Et c'est une affaire de méthode, la différence. C'est pas une affaire de ce qu'il faut croire ou pas croire, mais c'est une affaire de ce qu'on croit, sur quelle méthode est-ce que c'est basé. On peut justement faire, moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est sensibiliser les gens à l'esprit critique, leur montrer qu'il y a des méthodes de pensée qui permettent de faire moins d'erreurs que d'autres. On peut faire la différence entre une théorie du complot et une vraie enquête qui mènerait à un vrai complot. Ce qu'on appelle un vrai complot, c'est le Watergate, c'est l'affaire crypto en Suisse, ou c'est le complot des entreprises du tabac dans les années 60 aux États-Unis. Donc il y a des exemples comme ça, mais là, justement, une vraie enquête, c'est pas une théorie du complot. Là, j'ai envie de dire, souvent ce que je dis, c'est que la théorie du complot, la seule qui serait vraiment utile, c'est celle qui serait dans la tête d'un enquêteur, comme à titre d'hypothèse, c'est-à-dire le journaliste d'investigation, il va se dire, est-ce qu'il y a complot dans cette affaire? Et lui va pas s'en tenir là, c'est-à-dire il va chercher des preuves directes du complot. On peut aussi, de façon humoristique, utiliser l'humour. On peut aussi, les jeunes, ils peuvent aussi s'amuser à inventer une théorie du complot, comme on en voit plein sur Internet, et ils s'aperçoivent vite en le faisant qu'elles sont toutes basées sur le même schéma narratif, et qui est justement un schéma qui n'est pas celui d'une vraie enquête. Donc on va, typiquement, un film complotiste, c'est une liste d'anomalies par rapport à la version officielle. On vous présente la version officielle et on vous dit, regardez, ça c'est bizarre, ça c'est bizarre, ça c'est bizarre. Donc tout ça, cette sensibilisation des gens permet aussi aux gens, aux personnes elles-mêmes, de ne pas se faire avoir trop facilement et de se méfier de leurs intuitions, parce que nos intuitions nous poussent à la croyance et à croire un peu tout et n'importe quoi. Donc, pensée paranoïaque, pensée critique, ce n'est pas du tout la même chose. Non, alors il y a des points communs, c'est l'idée du doute, mais dans la pensée paranoïaque, le doute devient complètement excessif et il n'a plus de méthode. Parce que justement, une théorie du complot, comme vous n'avez pas de preuves, ou seulement sur Internet, vous pouvez trouver des éléments sur Internet sur tous les complots. Donc vous pouvez croire à tous les complots. Et c'est ce qu'on observe en général. Les gens qui croient à une théorie du complot vont croire à plein d'autres. Parce que justement, vu que vous n'avez pas de preuves et que tous les soupçons sont sur Internet, voilà, vous vous perdez dans le soupçon. De la même manière qu'on peut se perdre dans les coïncidences, c'est tout à fait comparable aux les croyances paranormales, c'est qu'on se perd dans les coïncidences, on pense qu'il y a, et toutes les coïncidences ont un sens. Là, c'est un peu pareil, c'est tous les doutes deviennent réalité. Et c'est pas du tout, on nous accuse évidemment souvent, les psychologues, de défendre le système social et d'accuser la dissidence politique de complotistes, mais c'est pas du tout le cas en réalité, parce que j'aime bien je reprends toujours ce que disait le sociologue Luc Boltanski dans
enquête et complot, sauf erreur. Et lui disait justement la théorie du complot, c'est une critique du système, c'est une critique politique du système, mais qui est irrationnelle, c'est-à-dire elle repose sur des preuves insuffisantes ou des choses qui ne sont pas vérifiées. Et de critiquer cette critique irrationnelle ne fait pas de vous un fervent défenseur du système. Par exemple, Boltanski, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut valoriser les vraies enquêtes contre les abus du système ou de telle ou telle entreprise. Donc une vraie enquête, c'est justement des journalistes d'investigation. Et ça, c'est différent, ce n'est pas du complotisme parce que vous apportez des preuves. Je reviens vers vous, Laurence Kaufmann. Est-ce que vous avez vu prendre des notes, vous avez des réactions, des commentaires? Oui, je voulais peut-être revenir sur cette question qui est en effet extrêmement importante de comment remettre en question le mésusage de la critique ou de l'enquête, de la pseudo-enquête des dits complotistes, et comment faire la différence entre cette pseudo-enquête et la véritable enquête scientifique, journalistique, etc. Je trouve en effet extrêmement important. Mais quand même, un des problèmes, c'est qu'on assiste à aussi une forme de raidissement ou de rigidification de ce qu'on appelle maintenant les anticomplotistes. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée, en fait, de former deux camps. Il n'y a pas de raison qu'un scientifique se présente comme un anticomplotiste, parce que c'est aussi un isme, enfin, c'est aussi un camp idéologique. Je pense que ça brouille les cartes en faisant comme si c'était une position symétrique, en fait. Il y a les sachants, il y a ceux qui ont toujours tort, il y a les dupes et il y a les experts. Et je pense que c'est vraiment la pire des choses, parce que ça ne fait que confirmer la polarisation, qui est justement un des ressorts des théories du complot. Je pense par exemple à un site comme Conspiracy Watch. Ouais, Rudy Reichstadt. Ouais. Son dernier livre, c'est L'opium des imbéciles. Et ça repolitise cette exigence de la critique rigoureuse. Je pense que c'est une très mauvaise idée, surtout qu'après, ça interdit de prendre une position plus nuancée ou plus neutre, enfin, que vous défendez, Pascal, par ailleurs. Bon, il y a des techniques aussi plus intéressantes que de dire aux gens qui sont bêtes, même si on arrive souvent à cette extrémité-là, mais je dirais d'abord parce que le complotisme, ce qu'ils oublient, donc eux se plaignent que l'étiquette complotiste, c'est diffamatoire ou c'est dénigrant, ce qui est vrai, mais ce qu'ils oublient, c'est qu'à la base, il y a une accusation terriblement excessive, exagérée, qui est la théorie du complot. Moi, que j'ai commencé il y a plus de 15 ans, je ne m'inquiétais absolument pas de savoir si c'était des croyances vraies ou fausses. Finalement, c'était pas mon objet. Moi, ce qui m'intéresse d'ailleurs toujours le plus, c'est pourquoi on y croit plus ou moins. Donc, qu'elles soient vraies ou fausses, c'est comme les croyances religieuses, finalement, c'est secondaire pour moi. Mais quand je vois que ça devient un danger pour la démocratie, c'est-à-dire toute cette affaire de montée du populisme des extrêmes, etc., et dont les théories du complot en fait nourrissent un petit peu tout ça, c'est là qu'on se dit, est-ce qu'on doit prendre position ou pas, est-ce qu'on doit critiquer ou pas, et là effectivement il n'y a pas de réponse très claire. Je dirais bon, la meilleure façon de faire, c'est plutôt justement de pousser les gens à réfléchir eux-mêmes, c'est-à-dire pas leur dire vous avez tort, vous êtes bête, mais par exemple il y a des techniques qui sont un petit peu comme le dialogue socratique en philosophie ou une forme d'un entretien très tolérant où on dit aux gens pourquoi est-ce que vous croyez ça, quelles sont vos sources, quelles sont vos preuves, et on demande à la personne de nous expliquer, d'essayer de nous convaincre. Et quand on fait ça, les gens qui ont des croyances justement qui sont peu assurées se rendent compte par eux-mêmes que leurs croyances sont peu assurées et qu'avec leur méthode, ils pourraient croire n'importe quoi. Donc ça marche. Ce qu'on appelle l'entretien épistémique, c'est assez intéressant. Peut-être ça la meilleure solution, mais effectivement, c'est... Mais peut-être juste encore un mot par rapport à cette étiquette quand même de complotisme. Alors, je pense en effet, il faut la manipuler avec précaution et quand même de revenir à la scène primitive, enfin récente de cette notion de complotisme. C'est quand même le 11 septembre. Et quand on regarde, je suis en train de travailler dessus avec mon collègue sociologue Cédric Terzi, quand on regarde la manière dont les premières accusations de complotisme ont été faites, c'était par l'administration Bush, à un ensemble de veuves des Twin Towers, qui étaient des veuves tout bien comme il faut, républicaines, ferventes
électrices de Bush, enfin riches, super background scolaire, etc. Et elles ont simplement posé un ensemble de questions en disant, en effet, comment ça se fait que ça a pris tellement de temps pour que les avions de secours soient intervenus, pourquoi on n'a pas vidé. Enfin, il y avait tout un ensemble de questions qui étaient parfaitement légitimes et qui demandaient une commission d'enquête. Et ils ont pris une année pour créer une commission d'enquête. Enfin, il y a eu tout un ensemble de problèmes. Et leur question, le fait qu'elles osent même poser des questions a été ressaisi, non comme une question citoyenne, mais comme une forme de complotisme. Et je pense qu'on ne peut pas oublier complètement, en fait, l'usage de cette étiquette aussi pour faire taire des questions qui sont légitimement citoyennes. Oui, alors ça c'est vrai. En fait, on peut utiliser aussi le complotisme dans l'autre sens. Hein. Les complotistes, ils font l'inverse. Ils disent, regardez, il y a des vrais complots comme le Watergate, etc. Donc, ma théorie du complot est vraie. Et ça, c'est pas non plus correct. Donc, c'est justement, hein, c'est une utilisation effectivement idéologique Mais moi, je dirais là, ce qu'il faut être attentif, c'est est-ce que vraiment ces gens sont complotistes ou non. S'ils demandent une enquête indépendante, c'est pas du complotisme. Mais souvent, donc les gens par rapport au 11 septembre, hein, maintenant, ils essayent de dire non, mais on ne croit pas du tout au complot, on veut juste une enquête. Alors ça, évidemment, ce n'est pas du complotisme, parce que justement, une enquête, oui, c'est la seule façon de voir s'il y a eu un complot. Mais ce qu'on s'aperçoit souvent, c'est qu'il y a des fanatiques qui demandent une enquête parce qu'ils aimeraient que l'enquête aboutisse à la découverte du complot dont ils sont religieusement convaincus. La définition du complotisme, elle est assez claire. Dès que vous pensez que quelque chose de bizarre est dû à l'action volontaire d'un petit groupe de personnes et que vous n'avez pas de preuves, mais que vous y croyez, ça devient du complotisme. Mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas accuser des gens qui font une enquête de complotisme parce qu'eux, ils recherchent des preuves. J'en profite justement par rapport à cette notion de croyance qui est bien sûr une énorme question. Pascal, vous parliez à plusieurs reprises de croyances complotistes, et c'est vrai qu'on aurait assez envie de redéplier en fait ce terme de croyance, parce que par exemple, moi je me suis beaucoup intéressée à ces notions de complot, de sorcellerie que par exemple l'anthropologue Jeanne Fabre-Sada a travaillé, et je pense qu'elle quand même elle ouvre des pistes assez intéressantes en disant le système sorcellaire, il ne repose pas sur des croyances comme un ensemble de propositions que les gens pourraient endosser. C'est plutôt des formes d'hypothèses qui permettent de retrouver quelque chose comme une puissance d'agir. C'est ce que vous soulignez, Pascal, avec Leonardo, je crois, qui est un des relais QAnon en Valais. On voyait bien que ce qui était en jeu avec cette notion d'espoir, c'était bien de retrouver quelque chose comme un pouvoir d'agir et de dépasser un sentiment d'impuissance qui est devenu insupportable dans une situation où les gens sont empêtrés et une situation qui leur est complètement inintelligible. Et quand même, du coup, c'est peut-être moins une croyance au sens d'une proposition qui pourrait tenir toute seule, mais c'est d'abord une appartenance à une communauté, une sorte de coalition, comme ça, à laquelle on se retrouve, on se console, et aussi, justement, cette implication affective. Mais autour de la notion de croyance, je pense, puisqu'on est là dans l'appel à l'interdisciplinarité, je pense que c'est intéressant de se tourner vers les historiens des religions. Ils sont bien au clair sur le fait que le cœur d'une religion, ce n'est pas le croire, mais c'est le faire. Ce qui fait une religion, ce n'est pas d'avoir des convictions, mais c'est de performer des rites et les performer avec des gens. Donc, c'est le faire et c'est le faire ensemble. Oui, dans ces théories qui accusent l'autre groupe, là, on trouve des dynamiques de ce qu'on appelle l'identité sociale. Plus on est attaché au groupe et plus on va avoir ce genre de croyances. Ça vous donne à la fois une explication quand il n'y en a pas forcément. Ça vous donne un bouc émissaire quand il n'y en a pas forcément. Dans la pandémie, si on accuse un laboratoire, on peut, psychologiquement, c'est plus confortable que d'accuser la transmission de l'animal à l'humain, puisque là, il n'y a personne à accuser. Je lisais, c'est un journaliste de Mediapart, je crois, qui a fait un article excellent sur le complotisme il y a quelques jours, et il disait finalement, il faudrait peut-être dire aux complotistes qu'on n'a pas besoin de recourir à des notions de complot pour faire la mesure des catastrophes que l'on vit actuellement, parce que finalement,
sans complot, le monde dans lequel on vit suffit à produire ses propres catastrophes. Je trouvais assez intéressant, en fait. En gros, là, c'est encore pire que ce que vous pensez, parce qu'il n'y a pas cette clarté, cette intelligibilité que donne, en fait, la figure du complotisme. Oui, c'est vrai, même en sociologie, le point de vue complotiste est critiqué, par exemple, par les bourdieusiens, où ils disent, mais il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de plan secret des capitalistes, c'est le système social qui est structuré de telle manière à ce qu'il se reproduit lui-même. Donc, il n'y a même plus besoin d'intention, donc c'est sans doute pire que ça, effectivement. Exactement. De nouveau, il y a des explications, ouais, alors, soit par le système lui-même, ou des explications plus simples. Ça peut être aussi une erreur humaine, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle le rasoir dans l'ong, c'est-à-dire que théoriquement, faudrait, avant de postuler qu'il y a eu une volonté de nuire, on peut d'abord postuler qu'il y a eu simplement une incompétence ou voilà, une erreur. Et dans l'enquête, c'est ce qu'on fait. On va d'abord dans les causes. D'abord, on se dit bon, d'abord il n'y a rien eu. Ensuite, il y a eu peut-être une erreur. Ensuite, il y a eu une intention. Et voilà.